il y a des risques, évidemment, bon, pour la nature qui nous entoure et puis pour les infrastructures qui sont assez importants. Bien sûr, enfin, j'ai déjà évoqué les feux de forêt, mais c'est des choses que, disons, que vous avez vécues, enfin, disons que le ministère de l'Intérieur a évidemment vécu l'été dernier. On voit bien les difficultés. Voilà, et on sent bien que c'est la conjonction de périodes caniculaires et de périodes de sécheresse qui favorise l'extension des forêts. Évidemment, très souvent, dans nos pays, c'est d'origine soit accidentelle, quelquefois même intentionnelle, disons en majorité malheureusement ou presque. Voilà. Donc, d'autres points qui sont importants évidemment, là je vais parler, disons, sur les biens, les populations. Bon, des événements comme, donc alors ce que l'on craint, donc c'est disons d'événements intenses. Bon, si on commence par canicule et sécheresse, leur conjonction, je l'ai dit, ce sont les feux de forêt, mais ce sont aussi quand même une fragilité de certaines populations. L'an dernier, disons, on parle maintenant de quelques milliers de morts en France supplémentaires, de 10 milliers de morts supplémentaires, je crois, en Europe. C'est pas négligeable. Alors, c'est pas grand-chose peut-être par rapport à la Covid, mais c'est passé un peu sous les radars, mais il y a quand même une fragilité de certaines populations par rapport à des événements extrêmes. Et il y a une fragilité plus, disons, encore plus forte disons, concrétisée. Alors, il y a deux, en termes de précipitation, il y a deux types d'événements qui sont un peu différents. Hein. Les événements de pluie torrentielle, alors, tels que ceux qu'ont vécu nos voisins belges et allemands pas l'été dernier, disons l'été 2021, il y a eu quand même une centaine de morts, beaucoup de dégâts matériels, hein, on le voit bien. Donc on y a échappé l'été dernier, mais il faut se mettre dans l'idée que ce risque de pluie torrentielle du type de d'événements comme ceux qu'ont connus la Belgique ou l'Allemagne en 2021 sont des événements qui peuvent être envisagés en France, en tout autant, c'est très clair. Ensuite, il y a un autre événement, enfin en France, il y a un autre aspect qui est plus spécifique, ce sont les événements méditerranéens qui sont un peu différents. Hein. Disons, dans leur structure, hein, c'est le fait que la Méditerranée reste chaude. Vous savez bien, un des derniers, c'est plutôt il y a 3-4 ans maintenant, c'est la Roya. Hein, donc il y a eu aussi des dégâts extrêmement importants où, effectivement, j'imagine que la sécurité civile a été appelée disons, à intervenir. Alors, donc, il y a des aspects spécifiques aussi à l'élévation du niveau de la mer, quand même, dont il faut commencer à se préoccuper. Hein, donc, évidemment, voilà, les risques deviendront plus importants. Enfin, évidemment, les risques posés par l'élévation du niveau de la mer ce sont ceux qui sont associés disons, à des situations particulières de grandes marées, de tempêtes très importantes, de pluies très importantes sur le continent qui font que le débit des fleuves et des rivières aussi en rajoute une couche. C'était le cas, par exemple, disons, comment ça s'appelait dans les Charentes quand il y a eu cette Xynthia. Donc, je crois que c'était en 2008-2009. Hein. Disons, le problème d'élévation du niveau de la mer, c'est vraiment qu'il y a tous ces événements, mais la réalité, c'est que le fait que le niveau moyen des océans augmente et de 4 mm maintenant chaque année, eh bien, en fait, disons, met plus disons, de superficie, de surface à risque. Hein, donc, ça, c'est très clair. Hein, donc, par exemple, moi, j'avais été très marqué, puisqu'on regarde l'horizon 2050, j'avais été très marqué par des projections de Climate Central, je crois, vous connaissez peut-être, qu'à horizon 2050, on pourrait avoir 1 million de non-concitoyens dans les régions côtières qui seraient, disons, à risque de submersion temporaire, évidemment. On parle bien de submersion temporaire, mais bon, vous savez très bien que si votre maison disons, est à risque de submersion, même si c'est quelques
jours pendant tous les 2 ou 3 ans, et ça va devenir de plus en plus fréquent. Ce sont quand même des risques dont il faut tenir compte. Donc, c'est quand même des chiffres, disons, intéressants, mais bon, c'est pas intéressant pour les personnes qui les vivent. Donc, il y a ces risques côtiers. Alors, il y a aussi des risques pour les infrastructures. Hein. Un des points qu'on commence à voir et qui est, bon, les infrastructures, par exemple ferroviaires, ne sont pas calibrées pour des températures au-delà de 40 degrés. C'est très clair. Donc, il y a pas, disons, évidemment, dans les régions côtières, on doit faire attention à toutes, disons, là, il y a les plans d'adaptation, vous connaissez certainement, vous connaissez le PNAC 3 va se mettre en place. Voilà, donc il y a ces risques sur les infrastructures. Donc, alors, ils sont principalement liés, donc pour le moment, j'ai évoqué, disons, à la fois, je dirais, sécheresse, les risques liés à sécheresse et canicule, hein, disons, plus importantes, les pluies les plus violentes, l'élévation du niveau de la mer. Il y a aussi des risques plus ponctuels. Alors, on se pose des questions, hein, on n'a pas de réponse pour le moment, par exemple, ces tornades qui ont été quand même. Il y a eu quelques tornades qui sont quand même pas très drôles quand ça tombe sur un village. On a vu quelques exemples récemment, mais on n'a pas vraiment pour le moment, il y a pas de lien établi avec le réchauffement climatique, hein. Ni d'ailleurs non plus pour, par exemple, pour ces orages à grêle, hein, moi qui m'ont beaucoup intéressé et qui continuent à m'intéresser, c'est pas le problème, mais là, ce sont des risques plus ponctuels, hein, un orage à grêle ou bien une tornade, mais qui sont vraiment aussi assez violents et assez destructeurs. Donc, voilà. Ensuite, je pense que ça, c'est plus autour de nous. Alors, la nature, évidemment, risque d'être marquée. Maintenant, si on se place à l'horizon 2050 que vous avez évoqué, il faut bien comprendre qu'à l'horizon 2050, le climat est pratiquement joué. Donc, le problème, c'est de limiter le réchauffement climatique de façon à ce que dans la deuxième partie de ce siècle, les jeunes puissent s'adapter à ce réchauffement sans trop de difficultés. Et donc, on pense vraiment, il y a toutes les raisons de penser qu'il vaudrait mieux limiter 1,5 degré à 2 degrés, et donc atteindre neutralité carbone dès 2050. C'est ça le message de notre communauté. Mais quand on regarde les 2 prochaines décennies, jusqu'à 2040, où les courbes suivant les différents scénarios, j'imagine que vous avez dû les regarder, finalement jusqu'à 2050, quoi qu'on fasse d'ici là, on ne va pas tellement influer sur. Il est joué pratiquement, il est dans les tuyaux. Alors, on ne le connaît pas exactement, mais je peux prendre avec vous le pari, je ne serai plus là, mais qu'en 2050, on aura pris en France 1 degré en moyenne supplémentaire. Donc avec des pics de chaleur plus importants, peut-être pas pareil dans toutes les régions de la France. Si vous regardez le récent rapport DRIAS, hein, qui, j'imagine, moi j'avais été, j'avais été responsable d'une première synthèse du climat de la France horizon de la fin du siècle, je crois. Donc, on a fait une série de documents dans les 2013, 2014, 2015. Et là, il y a eu une nouvelle série, disons, par mon collègue de Météo France qui coordonne, Jean-Michel Soubeyroux, dans le cadre du projet DRIAS, hein, qui effectivement fait le point sur, en fait, décline en gros les rapports du GIEC ou nos connaissances sur, disons, le territoire français, sans parler beaucoup des risques, hein. Et sans parler beaucoup aussi, je pense que ça peut vous intéresser aussi, c'est assez évident que les territoires ultramarins peuvent avoir des spécificités, hein. Par exemple, les cyclones, on le voit bien, il y a certaines régions ultramarines qui ont le risque de cyclone est évidemment, dans certaines régions ultramarines, s'ajoute aux autres risques, hein. Donc, voilà. Donc ensuite, je pense qu'il faut regarder les populations. Alors, les populations, je pense que par rapport à cela, évidemment, bon, alors, je ne dis pas, enfin, bon, je ne veux pas passer ça comme mais on ne peut pas passer, disons, on ne peut pas ne pas évoquer, euh, disons, enfin, bon, le fait que le climat, disons, avec des conséquences, par exemple, euh, sur les régions subsahariennes, plus de, disons, moins de précipitations, donc des régions où la sécurité alimentaire sera plus difficile disons, à atteindre que ne l'est actuellement. Elle est déjà dans beaucoup de régions d'Afrique. C'est des risques aussi
aussi dans ces régions-là, on voit bien quelquefois d'événements extrêmes, hein, soit des vagues de chaleur, soit aussi des précipitations très intenses. Donc, effectivement, bon, même s'il y a toujours plusieurs causes, on le sait, mais le réchauffement climatique, probablement, enfin disons, peut effectivement accélérer le mouvement de certaines populations, c'est très clair. Est-ce que c'est un risque ou pas? Ça, c'est autre chose. Moi, ça ne me soucie pas vraiment. Je pense qu'on a aussi la capacité en Europe de regarder de façon plus, disons, solidaire que nous le faisons, mais ça, c'est quelque chose de personnel. Mais c'est clair que les mouvements de population risquent d'être accélérés, ou en tout cas certains mouvements de population d'Afrique vers l'Europe risquent d'être peut-être plus intenses à cause du réchauffement climatique et de l'insécurité alimentaire ou des risques posés dans certaines régions. Alors, ensuite, il y a aussi des risques que j'évoque quelquefois qui tiennent au nom de la sécurité civile, mais qu'on a quand même vécu, qui sont des risques. En fait, bon, moi, je me suis beaucoup intéressé à ce problème de justice climatique. C'est-à-dire que si on prend les populations, on va plus parler des populations actuelles disons, voilà, si on prend les populations, eh bien, de façon très claire, si on ne prend pas les risques du réchauffement climatique un à un, mais dans leur ensemble, le premier risque du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Vous voyez, aussi bien nord-sud, mais c'est vrai pour un pays comme la France. C'est assez, si vous voulez, de façon très claire, disons, les populations les plus modestes, les plus pauvres, vivent généralement dans des habitats qui ne sont absolument pas, disons, absolument pas adaptés au réchauffement climatique, aux vagues de chaleur. Et si vous voulez, bon, là, j'y suis à Paris actuellement, mais dans une ville comme Paris, l'été, et dans d'autres métropoles, j'avais été très marqué à Rennes, l'îlot de chaleur, c'était 8 degrés à Rennes cet été. C'est-à-dire, il faisait 8 degrés plus au centre qu'il ne faisait dans la campagne environnante. Disons, ce problème c'est un véritable problème de santé publique dans les métropoles, et à l'évidence, si vous voulez, bon, des gens comme, enfin, des personnes comme, enfin, beaucoup, il y a ceux qui, en gros, ont un endroit où aller en dehors de Paris l'été, voilà, ceux qui peuvent quitter Paris et ceux qui ne peuvent pas. Et bien sûr, pour des raisons, disons, généralement, malheureusement, je dirais, les populations les plus modestes n'ont pas les moyens de quitter Paris, n'ont pas d'endroit où aller, et ce sont elles, généralement, par rapport à ces vagues de chaleur qui ont souvent, enfin pas toujours, mais voilà, on comprend bien qu'ils ont des habitats pas bien adaptés pour faire face à ces vagues de chaleur. Et bon, ça c'est un premier point, disons, d'accroissement des inégalités qui doit amener à réfléchir en termes de sécurité civile. En tout cas, moi je vous invite, on a fait un rapport là-dessus sur, disons, la justice climatique en France, sur les perspectives, hein. Donc c'est une question aussi de solidarité. Et puis, il y a un autre exemple qui moi, m'a intéressé, que je redis souvent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des inégalités dans les mesures proposées pour lutter contre le réchauffement climatique. Quand on regarde l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée en 2018, hein, disons, il y a maintenant 5 ans, donc disons, l'augmentation de la taxe carbone était envisagée, vu du climatologue, c'est du bon sens disons, de donner un prix au carbone, je ne le cache pas, mais dans ce cas-là, l'augmentation proposée était beaucoup trop importante. Disons que c'était plus pour remplir les caisses que pour, disons, c'était la première motivation, soyons clairs. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que quand on regarde, disons, évidemment, en termes absolus, ça aurait été les plus hauts revenus qui auraient été les plus affectés. C'est une question de consommation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on consomme beaucoup, on émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais disons, comme les prix auraient augmenté, eh bien, disons, les hauts revenus auraient été plus marqués en valeur absolue, mais en valeur relative, eh bien, les bas revenus, le dernier décile, auraient été 3 fois plus affectés par rapport à leurs revenus que le premier décile. Disons que ce sentiment d'injustice a été largement perçu, puisque c'est en tout cas c'est pour ça que j'en parle dans un contexte de sécurité civile, ça a quand même été un des événements déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes. Donc, et c'était,
finalement, rétrospectivement, on voit bien que ce justice, il était réel.